À déclarer pour cette présentation. Donc, les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, on va revoir ensemble quelles sont les indications pour congeler du sperme et des ovules. On va dire c'est tout traitement gonadotoxique. On va décrire la trajectoire ensemble pour préserver la fertilité chez les patientes et chez les patients atteints de cancer. Puis je vais vraiment, faire une bonne partie de ma présentation sur revoir les protocoles de stimulation ovarienne en préservation de fertilité pour congeler des ovules. Donc, une question pour tout le monde, je pense que Dr Benoit a déjà abordé. Moi, je la présente toujours, cette question, quand je fais une présentation. Que pensez-vous, quel est le facteur le plus important à considérer comme médecin ou comme équipe multidisciplinaire qui donne des soins de préservation de fertilité quand on fait la préservation de fertilité? C'est la sécurité, l'efficacité, l'âge de la patiente et le choix de la patiente. Je pense que les 4 choix sont bons, mais qu'est-ce que vous pensez? Quel choix vous allez choisir parmi les 4? OK. Donc, c'est bon, Dr Benoit a dit la sécurité. Moi, je reviens aussi à... Donc, quand on dit la médecine, c'est primum non nocere, c'est premièrement ne pas nuire. Il ne faut jamais faire un traitement qui peut changer le pronostic de la maladie de base. N'oublions pas, on fait ce traitement pour améliorer le pronostic et la qualité de la vie du patient ou de la patiente. On ne va pas faire ça pour nuire, puis on va dire on est des héros. C'est la sécurité qui est primordiale. Si on voit que le délai est très court, il y a un risque de ce qu'on va faire qui va contaminer ou va diminuer le pronostic, il ne faut pas le faire. Ça, pour moi, c'est un principe de base en préservation de fertilité et en médecine en général. Donc, collaboration, j'ai pris cette diapo, Dr Benoit m'a donné ça, puis je la présente tout le temps. Donc, comme vous voyez, on est tous une excellente équipe à Sainte-Justine. Merci pour tout le monde. Ça passe par collaboration. Donc, on n'est pas seul, ni le CPA, ni les gynécologues, ni les oncologues. On a besoin d'infirmières, excellentes infirmières. On a besoin de psychologues, on a besoin d'assistantes sociales. Il y a beaucoup de défis quand on fait la préservation de fertilité. Il faut encadrer ces couples qui sont démunis en premier par leur pronostic de cancer. C'est des patients qui viennent ici, ils disent, moi, je viens d'apprendre comme mère, comme père, que mon fils va avoir un cancer, puis c'est un choc, c'est une mauvaise nouvelle. On va leur annoncer quand même qu'on va donner une bonne nouvelle en essayant de préserver la fertilité. Donc, on a besoin vraiment d'une approche multidisciplinaire. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est ça qui est présent dans toute la salle aujourd'hui. Donc, je reviens à la spermatogenèse. C'est facile pour... Je ne vais pas parler de congélation de tissus testiculaires, je n'ai pas de l'expertise, on ne le fait pas à Sainte-Justine, ça reste pour l'instant expérimental. Je vais parler de la congélation du sperme. Quand on parle de congélation du sperme, c'est malheureusement, il faut être capable de produire du sperme, donc c'est après la puberté. Je voulais juste mentionner un peu l'endocrinologie un peu. Donc, la base, dans les testicules, il y a ce qu'on appelle le tubule, en fait, l'unité qui s'appelle le tubule séminifère. Il est composé ici, si vous voyez, de 2 cellules. Il y a les cellules de Sertoli qui vont fabriquer les spermatozoïdes et les cellules de Leydig. Pourquoi je mentionne ça? Ça, c'est très important en oncologie et les oncologues peuvent le confirmer. Quand on donne la chimiothérapie à un garçon, pour une raison qu'on ne connaît pas, les cellules de Sertoli sont très sensibles à la chimiothérapie. Donc, je vois parfois des patients qui viennent me voir, qui sont azospermiques, qui ont eu de la chimiothérapie dans le passé. Par contre, si je dose la testostérone, elle va être quand même normale, puis je vois qu'ils sont capables de se raser, d'avoir la barbe. Ça, c'est parce que les cellules de Leydig sont moins sensibles à la chimiothérapie. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais les cellules de Sertoli sont très sensibles et ils sont plus sensibles que les ovules. Donc ça, c'est un point où, en fait, je veux dire heureusement que les hommes, parce que parfois chez les femmes, il y a la ménopause, ils ont un pool de follicules établi dans leur vie, mais ici, quand il y a chimiothérapie gonadotoxique, les Sertoli sont très sensibles. Il y a plus de risque d'azospermie que de risque d'insuffisance ovarienne avec la chimiothérapie.
Donc, quels sont les effets secondaires quand on donne la chimiothérapie, un traitement gonadotoxique aux testicules? Donc, c'est sûr, il y a un risque d'infertilité parce que ça peut créer une azospermie. Il y a un risque, surtout avec les agents alkylants, tout le monde le sait. Hypogonadisme, ça peut entraîner une diminution de la production de la testostérone. Oligoazospermie, parfois, il y a une diminution de la production, pas une absence de production, puis une diminution surtout de la fonction sexuelle. Donc, la qualité de vie plus tard va être diminuée. Donc, question D, une deuxième question. Ça, c'est pour moi, c'est aussi, ça rentre dans la sécurité. Qu'est-ce que vous pensez le délai minimal pour permettre une congélation de sperme après une chimiothérapie? Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 12 mois ou 24 mois? Juste pour vous dire, ma réponse ne va pas être baquée par des études vraiment très probantes. Il n'y a pas d'évidence dans les littératures, c'est juste un consensus. Puis je ne suis pas sûr que c'est un consensus mondial, mais il semble qu'il peut y avoir un risque de changement épigénétique et de malformation avec la chimiothérapie qui peut durer avec le temps. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Okay. 24 mois pour les spermatozoïdes. Donc, je vais vous demander la question pour les ovules. Donc, c'est essentiel ici, encore une fois, de prélever le sperme, même si le risque de gonadotoxicité n'est pas très élevé. Ici, on ne parle pas de tissu ovarien, de congélation de tissu ovarien, que le risque doit être élevé, parce que si on pense 24 mois, j'ai eu plusieurs couples qui ont déjà congelé le sperme avant la chimiothérapie. Ils ont eu une chimiothérapie, puis le monsieur a quand même été capable de produire des spermatozoïdes après. Donc, il n'y a pas eu une gonadotoxicité complète, mais il y avait ce délai de 2 ans qu'on ne pouvait pas utiliser ces spermatozoïdes. Donc, on a pris les spermatozoïdes qui ont été congelés. Donc, c'est le message ici. Dès que vous avez le diagnostic, vous le faites très bien. Vous nous appelez week-end. Nous, on est ouvert 7 jours semaine. Avant, on fermait Noël avec le programme qui s'annonce bientôt. Je vous annonçais une nouvelle qu'il va bientôt commencer, le nouveau programme public de FIV. On va même ouvrir à Noël. C'était la seule période de l'année on ferme. On n'est plus capable parce qu'on va avoir un volume très important. Donc, maintenant, j'aborde le côté féminin. Donc, je trouve qu'il y a une injustice, moi, chez le côté de la femme, puis je le présente toujours. La femme est née avec vraiment une réserve folliculaire qui diminue avec l'âge. Puis quand on pense quel est le maximum de la réserve folliculaire, c'est à l'âge fœtal. Imaginez-vous, quand elle est dans l'utérus de sa femme, de sa mère, elle a déjà 6 millions de follicules, puis jusqu'à la naissance, donc c'est juste en 20 semaines, donc en 4-5 mois, elle va perdre 4 millions. Donc à la naissance, il y a 2 millions à la naissance. Puis après, elle va perdre progressivement des follicules. Arrivée à la puberté, avant même le premier cycle menstruel, elle est déjà à 400 000. C'est vraiment une injustice complète. Je ne sais pas pourquoi. Puis cette perte va continuer avec les mois. Chaque mois, chaque femme va perdre 1000 follicules pour une seule ovulation. On ne parle pas des follicules qu'on voit à l'échographie, les follicules en 2 et 9 mm. On parle des follicules microscopiques qu'on voit même, c'est-à-dire qui sont vraiment dans les follicules, dans les ovaires. Regardez, chaque mois, il y a une perte énorme. Puis en moyenne, une femme va avoir seulement 400 cycles ovulatoires dans sa vie, de la puberté jusqu'à la ménopause. Puis chaque mois, elle va perdre 1000 follicules. Donc pour nous, c'est très important. S'il y a un effet additif, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, elle va affecter davantage ce pool de réserve ovarienne. Donc c'est très important de le faire avant même la première chimiothérapie. Donc, je ne vous cache rien, au niveau de l'épidémiologie, il y a beaucoup de cancers chez les jeunes, mais ce qui est important chez les jeunes et les adolescents, que les taux de survie sont beaucoup plus élevés que chez les adultes. Donc, surtout, on parle d'un survie, surtout avec le lymphome. Vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, les mélanomes, quand même, le cancer testiculaire qui peut approcher plus que 90%. Donc, c'est sûr, avec ces taux de survie très élevés, il faut améliorer la qualité de vie. Donc, comment on l'améliore en préservant la fertilité, soit le sperme, soit les ovules. Au niveau du cancer du sein, c'est quand même, ça fait partie de l'indication la plus fréquente actuellement au CPA et dans le monde entier de congélation ovarienne. Et aussi, je voulais demander la question, si vous regardez la littérature, jusqu'à présent, les naissances vivantes, le plus de naissances vivantes qui viennent de congélation de tissu ovarien viennent de patients qui ont eu un cancer du sein. Donc, ils sont quand même adultes après l'âge de 20 et 30 ans. Donc, il y a quand même 6,5% de femmes qui vont avoir moins 40 ans au diagnostic. Et même, donc,
puis il y a 25% qui vont arriver avant la ménopause. Donc, le taux de survie est quand même très bon avant l'âge de 40 ans. Ça dépend de plusieurs facteurs, si les récepteurs sont positifs ou négatifs, mais quand même, donc c'est des patients souvent avec aussi l'âge de la première grossesse au Canada et dans le monde entier qui est en train d'augmenter. Il y a 25% des patientes actuellement au Canada qui ont 35 ans ou plus, qui n'ont pas encore pensé avoir un seul enfant. Ces patientes peuvent avoir un cancer du sein. Ces patientes ont besoin de préserver leur fertilité parce que le taux de survie de cancer du sein, s'il est détecté très précocement, va être très élevé. Donc, quelles sont les lignes directrices? Il y a plein de lignes directrices. J'ai choisi les plus fréquentes. L'American Society of Clinical Oncology 2006-2013, il a demandé de référer immédiatement les patientes pour voir un spécialiste en fertilité pour faire une technique de congélation, de préservation de fertilité. Dans le temps, en 2013, c'était la congélation d'ovules. Maintenant, c'est le tissu ovarien aussi. Donc, la Société américaine de fertilité et SRM, 2005, 2008, 2013, elle a changé le libellé en fait, en 2013, ils ont parlé de vitrification d'ovules qui n'est plus expérimentale. C'est en 2013. Puis en 2019, comme Dr Benoit vient de mentionner, ils ont changé le libellé pour dire que la cryopréservation de tissu ovarien n'est plus expérimentale. Puis ça devrait être un standard de traitement. J'aime beaucoup faire un peu critiquer. Je veux dire que moi, je ne suis pas d'accord avec la Société canadienne de fertilité pour une raison particulière. Il n'y a pas eu une naissance vivante au Canada issue d'un tissu ovarien. Santé Canada, on prend Santé Canada pour introduire un médicament qui a plein d'études, ils n'acceptent pas de l'introduire sur le marché. Moi, je pense que la société canadienne, elle était très optimiste parce qu'elle voulait introduire ça, elle voulait encourager ça. C'est correct de l'encourager, mais je pense qu'il devrait être quand même, jusqu'à mon avis, il n'y a pas aucune naissance vivante issue de transplantation de tissu ovarien au Canada. Je ne sais pas, il n'y en a pas encore. Donc, ils étaient un peu optimistes, ils voulaient suivre la société américaine. Correct, mais il faut l'encadrer. Puis je pense que la façon qu'on le fait à Sainte-Justine, elle est idéale actuellement. Parce qu'on a un bon encadrement, on a en fait quand même la RAMQ nous bec parce qu'elle est en train de couvrir ces traitements-là, puis on va l'expandre pour d'autres populations bientôt. Surtout chez la population que je parle, le cancer du sein est une excellente, en fait, c'est des excellents candidats qui peuvent en fait bénéficier de la congélation du tissu ovarien. Donc, la Société canadienne de fertilité aussi référer immédiatement à un spécialiste de fertilité pour parler, dès qu'on a un diagnostic de cancer, pour parler des options de préserver la fertilité à travers une approche multidisciplinaire. Donc, c'est sûr, ça dépend du type de la chimiothérapie. Je ne veux pas parler de ça longtemps, de la dose cumulative aussi. Puis surtout, moi, je vais ajouter l'âge de la patiente et la réserve ovarienne de base. Une patiente de 38 ans va être plus affectée qu'une patiente de 20 ans ou de 25 ans qui a une réserve ovarienne très élevée. Puis quand je parle de réserve ovarienne, je parle de ce pool de follicules en trop qu'on fait l'échographie. Ils sont entre 2 et 9 mm. C'est ces follicules-là qui vont, quand on dose en fait l'AMH, l'hormone antimüllérienne, c'est eux qui sécrètent cette hormone. Puis on peut le faire à l'échographie. Nous, au CPA, dès que la patiente vous la référez chez nous, la journée même, on décide de débuter la stimulation. Je fais l'échographie à l'instant même et je dis, ça, c'est votre pool de follicules. Je détermine avec elle les doses de médicaments de gonadotrophine qu'on va lui donner, puis on part de la stimulation la journée même. J'attends même pas en fait, le résultat de l'AMH qui va sortir dans 7 à 10 jours. L'AMH pourrait être très importante, qui va nous donner plus tard, quand elle va revenir, pour voir quelle est la différence entre l'AMH de base qu'on a fait avant sa chimiothérapie et après le traitement de cancer. Donc, vous savez très bien que les agents alkylants sont les plus néfastes, puis je vais passer rapidement. Donc, la question 3, quelle est la méthode de choix pour préserver la fertilité chez une fille post-pubère à tête de cancer? Je pense que Dr Benoit a parlé de ça. Pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez? C'est la congélation d'embryon ou la congélation d'ovules? Puisque le tissu ovarien, on va l'enlever parce que ce n'est pas actuellement la méthode de choix. Les injections des agonistes de la GnRH, ils ont été démontrés que ça diminue un peu les saignements, puis ça diminue. Donc, il n'y a pas de préservation de fertilité, donc c'est juste en dernier recours. Donc, moi, je choisis ici la congélation d'ovules pour une raison très simple, sociale. Dans tous les cas qu'on a fait au CPA, il y a eu juste 2 cas qu'on a fait de congélation d'embryon. On a fait plus que 200 cas depuis qu'on a ouvert. Ces 2 cas, c'est des patientes qui ont insisté à congeler des embryons parce que, n'oublions pas, le taux de séparation est quand même élevé dans la société. Il est de 20% actuellement. Puis avec un diagnostic de cancer, ça reste encore plus élevé. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir
peut en fait cacher. Donc, c'est mieux de congeler les ovules. Ça appartient à la patiente. Puis plus tard, si le couple est encore ensemble, actuellement, l'efficience de congeler des ovules et les taux de survie post-décongélation sont excellents. Donc, sont comparables aux embryons. Puis juste pour vous dire, le libellé actuellement de la RAMQ, il couvre jusqu'à la congélation d'ovules. Si les patients décident de congeler des embryons, ils doivent payer à leurs frais la fertilisation des ovules et la congélation des embryons. Donc, je reviens à la vitrification que je vais vous raconter un peu une histoire drôle avec la vitrification. Ça, c'est... Donc, quels sont les candidats pour stimuler les ovaires? Donc, c'est sûr, je reviens au message clé, avoir une durée minimale entre 8 et 14 jours. On ne peut pas faire actuellement une stimulation ovarienne et congeler des ovules si j'ai moins que ça. On peut congeler des ovules immatures. Pour l'instant, ça reste expérimental. Puis je vais vous dire une chose très importante, puis ça, c'est le programme, bizarrement, en fait, a commencé à Montréal, le programme de maturation in vitro avec McGill et même Procrea dans le temps. Les prélèvements d'ovules, quand on fait des prélèvements d'ovules pour des follicules qui ne sont pas matures, sont extrêmement difficiles et très morbides. Donc, ça saigne beaucoup. Quand on fait les ponctions, quand le follicule est mature entre 18 et 24 mm, c'est très facile de le prélever. Quand ils sont immatures, c'est difficile. Actuellement, notre protocole actuel, si on n'a pas beaucoup d'ovules, supposons on a 4-5 ovules, on a 3 matures, puis 2 immatures qu'on appelle métaphase 1, on va quand même les congeler pour utilisation future. Mais à partir d'un certain nombre, si on a plus que 8 ovules, 10 ovules mais matures, on ne va pas congeler les ovules immatures. Donc, si le nombre est très bas, et on n'a pas encore un délai nécessaire pour faire une deuxième stimulation, on va congeler les ovules immatures parce que peut-être l'avenir, on va avoir la technologie pour maturer ça in vitro. Puis l'âge de la patiente, j'ai écrit moins que 43 ans. La moyenne ici, on a fait, c'est toutes des patientes moins que 30 ans, mais on a fait une patiente de 42 ans. Je ne sais, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on a fait du bien pour cette patiente, mais quand même, ça dit, elle insistait, elle savait, puis elle avait un diagnostic de cancer du sein, elle n'avait pas d'enfant, elle voulait congeler ses ovules avant la chimiothérapie. Donc, je reviens à la partie que j'aime le plus. Juste, c'est un peu, si vous voyez que je suis très technique, arrêtez-moi, s'il vous plaît, levez la main. Dans le cycle normal, quand on commence, ça veut dire un cycle normal, au début du cycle, c'est 28 jours. Je vais prendre un cycle normal de 28 jours. Au début, il y a la stimulation d'augmentation de la FSH qui va stimuler les follicules. On arrive à l'ovulation au milieu du cycle, ça crée l'ovule, puis après, ça sécrète la progestérone. Donc, nous, quand on faisait la stimulation standard, quand j'ai appris ça, quand j'étais résident, quand j'étais fellow, on débutait la stimulation au début du cycle menstruel parce que c'est là où on dit on va aller avec la FSH endogène. On va donner des gonadotrophines, c'est des injections qui vont stimuler les ovaires au début du cycle. Heureusement, avec le temps, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de zones de recrutement folliculaire qui sont à travers le cycle, durant tout le cycle menstruel, de 0 à 28 jours. Par contre, c'est des follicules qui n'ont pas de récepteur à la FSH. Donc, de ce fait, si vous voyez les zones ici, donc il y a comme des waves, donc des vagues de stimulation ovarienne. On peut maintenant, le random start, on peut commencer la stimulation ovarienne, peu importe où est-ce que la patiente est dans le cycle. Ça peut être au début du cycle folliculaire, dans la phase lutéale, peu importe. Donc, rapidement, si elle est au début du cycle folliculaire, si le follicule est moins que 14 mm, on commence directement la stimulation et on oublie ce follicule et on va aller stimuler. Dès qu'il y a d'autres follicules qui vont ovuler, on commence les antagonistes de la GnRH et on fait le prélèvement d'ovules. Si la patiente est dans la phase folliculaire tardive, on va prélever l'ovule et 3 jours après, on va débuter une nouvelle stimulation. Si elle est dans la phase lutéale aussi, donc elle a ovulé, on s'en fout, on ne va pas attendre 2 semaines parce que c'est urgent, il faut commencer avant la chimiothérapie. L'oncologue nous dit, faites attention, moi je commence ma chimio dans 2 semaines. On n'a pas 2 semaines à attendre et 2 semaines de stimulation. Donc on peut commencer les injections dans la phase lutéale. La durée de stimulation va être un peu plus longue, on parle de 2 jours de plus. Pourquoi? Parce que ces follicules n'ont pas de récepteur de FSH. Ils vont prendre un peu de temps dans les 2-3 premiers jours pour créer, puis on le voit. On dose le stradiol, elle n'augmente pas. Après, même si la patiente a beaucoup de follicules, une réserve élevée, mais après 3-4 jours, elle commence à répondre comme si on débutait la stimulation dans la phase folliculaire. Donc ça a été testé à Cornell. Ça, c'est des patientes qui viennent à Cornell pour préserver leur ovule de façon sociale à New York City. Ils ont 2 semaines, elles ont pris leurs vacances, elles viennent pour vergure une constellation, donc elles n'ont pas le temps d'attendre. Donc, ils ont fait une bonne étude rétrospective. Ils ont montré que peu importe là où on commence la stimulation,
le nombre d'ovules et le nombre d'embryons congelés étaient le même. Donc, un petit mot sur le protocole avec létrozole. Quand la patiente a un cancer du sein, c'est un cancer hormonodépendant, il faut donner toujours la stimulation avec le létrozole. Ça, c'est un protocole que M. Octay, Kutluk Octay, qui travaille à Cornell, qui est actuellement il est à Yale, qui a développé ce protocole. C'est un protocole génial. Donc, il a montré que le but, c'est de garder le taux d'œstrogène durant la stimulation proche du taux physiologique. Et en même temps, il a montré que le nombre d'ovules était comparable entre les patientes qui ont reçu du létrozole et sans létrozole. Ils l'ont testé aussi. Ça, c'est juste les taux d'œstradiol dans la vie en général, ovulation 720. Mais regardez, quand on fait des cycles de FIV, ça peut atteindre 7000, 10 000. Donc, on a tout l'intérêt pour les patientes qui ont un cancer hormonodépendant de donner du létrozole. On le donne tous les jours en même temps, durant la stimulation. Il a été testé dans le cancer endométrial et cancer du sein. Donc, le même nombre d'ovules, même supérieur dans la stimulation avec létrozole, avec un taux d'œstrogène, regardez, il est extrêmement faible ici, 3 fois moins faible que quand on a fait une stimulation élective sans létrozole. Puis, on a démontré dans notre méta-analyse que le létrozole ne cause pas de malformation congénitale. Donc, une chose très importante, quand on fait une stimulation ovarienne, il y a un risque que vous allez entendre tout le temps, qu'on avait vraiment très peur dans le passé quand je faisais mon fellowship, c'était l'hyperstimulation ovarienne. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de follicules, ils vont sécréter une substance qui s'appelle VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, suite à l'injection de ACG. Ça va augmenter la perméabilité capillaire, on peut avoir du liquide libre, en fait, acide, épanchement pleural, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. C'est une catastrophe, ça peut aller avec des mortalités. Il y a eu des cas de mortalité même au Québec et à Montréal. Donc actuellement, on évite de donner du ACG. Heureusement, avec les protocoles qu'on utilise, on peut donner l'agoniste la GnRH quand on déclenche. Donc c'est soit le Suprefact, soit le Lupron, puis ça met presque à zéro le risque d'hyperstimulation ovarienne. Puis ça, c'est pourquoi le principe, quand on donne le ACG qui est l'Ovidrel, la demi-vie est jusqu'à 7 jours. Si on donne l'agoniste, la GnRH, une petite dose, ça peut aller jusqu'à 16 à 20 heures la demi-vie. Donc après 20 heures, il y a zéro effet. Le risque d'hyperstimulation ovarienne est presque zéro. Puis si vous avez entendu parler de la cabergoline, d'Ostinex, on peut l'ajouter, si on donne un peu de ACG 1500 pour aller maturer les follicules, on peut donner du Dostinex pendant 7 à 10 jours pour minimiser cet effet. S'il n'y a pas de ACG, on n'a aucun avantage à donner de la cabergoline. Donc, le prélèvement d'ovules se fait sous anesthésie générale ici. Juste pour vous mentionner, on est actuellement le seul centre au Canada, en fait au Québec, qui peut faire une anesthésie générale quand on fait un prélèvement d'ovules. C'est un avantage majeur pour nos patientes adolescentes parce que l'anesthésiste peut venir, on peut faire une anesthésie générale avec du propofol. Donc, c'est excellent. L'embryologie, l'ovule mature, vous voyez ici le globule polaire ici, ça démontre que c'est un ovule mature en métaphase 2. On peut congeler souvent les ovules, puis on peut congeler parfois les embryons. Si on les congèle, on les congèle au stade de blastocyste. Quand l'embryon est à jour 5, jour 6 de développement, il va être entre 200 et 300 cellules. Donc, quel est le nombre? En fait, la question qui se pose, quel est le nombre qu'on a besoin d'avoir pour congeler? En fait, j'ai regardé toutes les études. Malheureusement, il n'y a pas d'études qui viennent de patientes oncologiques. Toutes les études viennent de patientes qui ont eu ce qu'on appelle une préservation de fertilité élective sociale pour congeler les ovules. Mais tout le monde s'entend qu'avant 35 ans, l'idéal, c'est d'avoir entre 8 et 15 ovules matures. À peu près, gardez en tête le chiffre magique, c'est entre 6 et 12% de taux de naissance vivante par ovule congelé. Par embryon, quand on est rendu à l'embryon, c'est très facile. On va avoir 40-50%. Mais combien d'ovules on va perdre pour arriver à l'embryon? C'est pour ça que le nombre d'ovules est très important. Moi, je dirais même une chimiothérapie douce pourrait affecter la réserve ovarienne. C'est mieux de faire toujours la congélation d'ovules, même pour une chimiothérapie douce, avant d'avoir l'effet néfaste de la chimiothérapie sur la réserve ovarienne. Parce que si je congèle 3-4 ovules, je ne pense pas que j'ai rendu un grand service à la patiente. C'est différent du tissu ovarien. La vitrification, en fait, ça vient d'où? Ça vient des poissons. Les poissons, ils vivent à moins 20 degrés Celsius. Ils ont ce qu'on appelle des cryoprotectants. Donc, il y a Anna Cobo qui est en Espagne et Peter Nagy aux États-Unis qui ont créé cette technique.
ils ont mis des cryoprotectants dans les milieux de culture. On peut descendre instantanément la température de 37 degrés jusqu'à moins 195 degrés Celsius. Et les taux de survie sont excellents post-décongélation. Donc, ça peut être plus que 95%. Une chose très importante, quand on fait le prélèvement d'ovules, même si on met le risque d'hyperstimulation à zéro, n'oublions pas que c'est des patients qui ont un taux d'œstrogène quand même élevé. Ils peuvent faire, puis ils s'en vont en traitement chimiothérapie où ils sont à risque de faire des thrombophlébites. Donc, nous, notre protocole, on a adapté notre protocole à des patientes oncologiques. On donne directement, après le prélèvement d'ovules, une semaine de létrozole, qui est un anti-œstrogène, avec des antagonistes de la GnRH pour 5 jours. En une semaine, elle va avoir des taux d'œstrogène, la patiente, moins que 100 picomoles par litre, donc ce qui est excellent. Une autre question que le Dr Benoît m'a demandé une fois, supposons, comme oncologue, vous voulez donner de l'agoniste de la GnRH pour minimiser ou diminuer le risque de saignement plus tard avec la chimiothérapie, surtout que les patientes vont avoir une pancytopénie. Donc, 7 jours, je dirais, idéal, c'est de commencer 7 jours après le prélèvement d'ovules, les injections de dépôt, les dépolupron. Et en même temps, nous, pour minimiser l'effet flare-up du dépolupron, parce qu'au départ, n'oublions pas, c'est un agoniste de la GnRH, il va faire une stimulation. On va donner du létrozole pour une durée totale de 2 semaines. Donc, on continue le létrozole une semaine, on donne dépolupron et on continue le létrozole encore une semaine. Avec ça, l'effet flare-up va être au plus bas possible. Donc, question 4, quel est le délai minimal pour permettre une congélation d'ovules post-chimiothérapie au embryon? Ici, il y a quelqu'un qui a 6 mois, c'est exactement pour les ovules. Pourquoi ces différents spermatozoïdes, ovules, ne me demandez pas, je ne connais pas la réponse, mais il semble qu'ils gardent plus un effet toxique, les traitements de chimiothérapie sur les spermatozoïdes pour une plus longue période. Donc, ça, c'est notre expérience. On a fait vraiment beaucoup de cas, plus que 200 cas actuellement. Les cas les plus fréquents, c'était les cancers du sein et des lymphomes, qui sont les indications les plus fréquentes. Puis la moyenne d'âge était 26 ans. Ça, c'est des données que ça date de 2 ans. Je n'ai pas mis une mise à jour, mais c'est à peu près les mêmes chiffres. On a quand même été capable de congeler jusqu'à 8 ovules matures. Puis on a quand même eu notre première grossesse post-congélation d'ovules pour cancer du sang. Puis on a eu notre première naissance vivante. Et je suis très fier. Et on était, parce que tout le monde est en train de congeler, mais est-ce qu'on va avoir en fait, le outcome, le désir qu'on veut à la fin, c'est la naissance vivante. Donc, on a eu. Puis, nous, heureusement, on apporte des ovules congelés pour des patientes plus jeunes. Donc, on est en train d'avoir une expertise pour la décongélation des ovules pour les patientes qui achètent des ovules pour un don d'ovules pour une patiente qui est plus âgée. On a quand même des taux de survie plus que 90%, des taux de fertilisation qui sont proches de 85%. Donc, le programme de décongélation est excellent. Je vous raconte une histoire. En 2013, quand le centre est ouvert, moi et Pascal, il n'est pas là, il va m'entendre, on est parti 2 semaines à Madrid, qui était le centre qui fait la congélation d'ovules en Europe. Puis actuellement, je parle avec le directeur là-bas, j'ai dit, on a des meilleurs taux de grossesse que vous autres. Donc, on est très fiers de ce qu'on est en train de faire ici. On a un programme qui fonctionne très bien. Puis l'efficience en congélation d'ovules, elle est là. On sait qu'elle se rapproche des données mondiales. Donc, ça, c'est les cas. C'est Dr Sommet qui m'a donné cette diapo. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de cancers du sein et de lymphome qui représentent plus que la moitié de nos cas qu'on fait ici pour congélation d'ovules. Donc, ça, c'est le numéro, vous le connaissez plus que moi. Donc, appelez. On est prêt à voir les patientes en 24-48 heures. Puis, dès qu'on les voit la même journée, l'infirmière va faire les prises de sang pour les ITS et on fait l'AMH. Puis, on commence directement la stimulation ovarienne, peu importe où est-ce qu'elle est dans son cycle menstruel. Donc, chez les adolescentes, un peu, c'est particulier. N'oublions pas, c'est des patientes qui ont peu ou pas de récepteurs. C'est pour ça qu'ils ont des cycles irréguliers au début de leur menstruation. Donc, il y a quelques données qui disent, puis notre expérience, au début, même malgré une réserve ovarienne élevée, on a besoin de doses plus élevées de gonadotrophine. Ça se peut qu'il pourrait avoir plus tard des aneuploïdies. On n'a aucune expérience. L'expérience mondiale est très peu là-dedans. On n'a pas beaucoup de données. Il faut attendre plusieurs années encore pour avoir ces naissances vivantes issues d'ovules congelés chez les adolescentes entre l'âge de 10 et 18 ans. Donc, peut-être faire un diagnostic pré-implantatoire ces embryons issus de ces ovules-là, parce qu'il y a plus de risque d'aneuploïdie. Puis, n'oublions pas, c'est des patientes parfois qui congèlent des ovules pour la fibrose kystique, en fait, pour la thalassémie. C'est des patientes qui ont des maladies quand même génétiques. Ils pourraient en bénéficier en même temps du diagnostic pré-implantatoire qu'on appelle le PGTM pour maladies monogéniques, en faisant des biopsies blastocystes
J'ai publié là-dessus dans le Green Journal. C'est important d'avoir quand même plus que 3 ou 4 embryons pour pouvoir faire cette technologie, parce que si on n'a pas d'embryons à sélectionner parmi eux, ça ne vaut pas la peine de le faire. Puis ça, c'est toutes les données sont en train de le confirmer. Les naissances vivantes mondiales, embryons congelés, on a plus que 500 000. Maintenant, je pense que c'est plus que 1 million. Les ovules, on est rendu plus que 10 millions. Puis comme elle a dit, docteur Benoît, on est rendu à plus que 150, 160 donc, naissances vivantes par congélation de tissu ovarien. La seule chose, je dirais, et j'approuve ce qu'elle a dit, le nombre de cas qui ont été réalisés et qui ont eu des échecs, on ne les connaît pas en tissu ovarien parce qu'il y a, je veux dire que toujours on aime rapporter le succès. Je ne veux pas dire qu'on cache, mais on ne rapporte pas et on ne publie pas. Puis parfois même, on essaie de le publier, il n'est pas accepté parce que ce n'est pas un succès. En fait, les éditeurs ne vont pas accepter les échecs. Le dénominateur, on ne sait pas. Donc, quand elle a mentionné 25-30%, c'est un chiffre qui vient du centre qui ont le plus d'expérience dans la congélation de tissu ovarien, comme Jacques Donnet et l'équipe, je pense, aussi de... Excusez? Oui, exactement. Puis il y a donc à Louisiane aussi aux États-Unis. Donc ça, vous connaissez très bien. S'ils sont prépubères, les garçons, on espère un jour faire le tissu ovarien, congélation de tissu testiculaire. Post-pubère, c'est congeler le sperme. Puis ici, chez la femme, c'est la congélation du tissu ovarien selon le protocole. Puis on va l'adapter pour des patientes en 18 et 30 ans, bientôt, on espère. Puis la congélation des ovules. Puis le dépolupron, vraiment, je le garde pour plus un bénéfice médical que plutôt une technique de préservation de fertilité. Donc, il y a d'autres alternatives qu'il faut toujours discuter avec les patientes. Le don d'ovules, le don de sperme et plus tard l'adoption. Ça fait partie des discussions. Donc, les conclusions. Donc, l'insuffisance gonadique est un problème majeur suite au traitement oncologique, on le sait très bien. Je pense que la préservation de fertilité, on est dans un stade encore sous-développé. On a beaucoup de recherches à faire pour avoir une meilleure efficacité. Mais l'oncofertilité avec congélation de sperme, vitrification, ovules et embryons est pratique bien établie. Les autres techniques sont très prometteuses, surtout la congélation du tissu ovarien, bientôt le tissu testiculaire, mais le dépolupron, je le mets vraiment de côté. Puis la recherche en cours actuellement, ils sont en train de développer des molécules qui vont protéger les gonades durant le traitement de chimiothérapie. Il y a beaucoup d'études en Israël qui sont en train de le faire. Puis le message clé, référez immédiatement, vous le faites de façon vraiment excellente à un spécialiste au CPA ou à un autre centre et adopter une approche multidisciplinaire pour encadrer ces couples. Je terminais avec ce message toujours, je dis la préservation de fertilité, c'est un nouvel espoir et c'est une nouvelle vie. Parce que n'oublions pas, c'est des patients qui viennent dire quand le diagnostic cancer, ils pensent à la mort. Puis nous, on leur dit, on va préserver votre fertilité parce que dans 5-10 ans, vous allez revenir puis vous allez créer des bébés. Donc, c'est un message de bonheur et d'espoir qu'on leur donne. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Dr. Dadou. On a quand même un peu plus de temps pour la période de questions parce que malheureusement, dû à des circonstances hors de notre contrôle, la dernière présentatrice ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Donc, on a un peu plus de temps que prévu pour la période de questions. Donc, je vois que Dr. Duval aurait une première question pour Dr. Dadou. Ça tombe très bien, merci beaucoup, parce que j'ai 3 questions. Alors, c'est pour tous les deux. La première question, c'est à propos du moment de la congélation par rapport au début de la chimio. J'ai cru comprendre qu'il y avait un risque de modification épigénétique. Or, des fois, on va congeler après un cycle de chimio parce qu'on n'a pas pu le faire initialement. Chez les garçons, c'est peut-être moins un problème, mais on le fait quand même. Et il y a un risque, vous pensez, que ce qu'on a congelé soit... En fait, pour être honnête, oui. Puis j'ai eu une patiente, je vous raconte une histoire, j'ai eu une patiente qui est venue pour moi, pas pour un diagnostic de cancer, elle avait une maladie dermatologique, elle prenait du méthotrexate oral pendant 1 an, puis elle venait pour préserver la fertilité. J'ai dit, mais on ne peut pas le faire, il faut arrêter votre traitement. Elle ne peut pas le faire. J'ai parlé avec Marie-Sophie, la pharmacienne, on a fait une recherche, puis effectivement, il peut y avoir des changements épigénétiques jusqu'à 6 mois de la dernière dose de chimiothérapie qu'elle a reçue, la patiente, surtout au niveau des ovules. Donc, idéalement, il faut le faire avant la première chimiothérapie. Puis sinon, c'est un risque qu'il faut discuter quand même avec la patiente. Jeanne, il veut...
Je pense qu'il faut distinguer ovules et tissus ovariens. Donc, les oui, ovules, tout à fait. donc oui, c'est vraiment ça la grande différence. Oui. Pourquoi que moi, avec le tissu ovarien, on peut le faire? C'est qu'en fait, on congèle le tissu, mais il produit pas là, immédiatement. On le congèle. Quand on le retransplante, souvent, ça va prendre 6 mois avant que ça soit fonctionnel. Donc, on a ce 6 mois-là. Donc, c'est ça la grande différence. Oui, merci pour la clarification. C'est surtout pour les congélations. En fait, c'est la congélation d'ovules qui n'est pas permise dans un délai de 6 mois après la chimiothérapie. Avant, mais congélation de tissu ovarien, ça peut être fait après le début de la chimio. Oui. Une autre question qui est reliée, c'est la congélation de tissu ovarien. Là, je comprends que c'est en train de passer de la recherche au standard de soins, ou c'est déjà un standard de soins. Est-ce que vous avez une idée, une prédiction dans votre boule de cristal sur quand est-ce que ça va être le cas pour la congélation de tissu testiculaire? Aucune idée. Mais c'est 1 an, 10 ans, 30 ans? Je pense qu'on n'a pas la réponse, mais si on regarde dans l'histoire de depuis quand c'est pas sur le marché, là, mais offert, je dirais, il y a peut-être 10 ans, sont peut-être 10 ans en arrière. Donc, peut-être qu'on peut penser dans 10 ans, mais en même temps, les technologies sont plus rapides. Pourquoi le temps? C'est surtout vraiment que les enfants grandissent. Donc je pense que c'est ça, puis ça leur prend moins de temps. Donc, les garçons pubères peuvent plus facilement congeler du sperme. Ça ne leur prend pas 2 semaines. Donc, ils ont moins il faut moins souvent chez les garçons pubères, presque jamais, en fait. Donc, entre le moment que les garçons prépubères arrivent au moment de vouloir procréer, je pense qu'il y a quand même des années. La Pittsburgh est vraiment la place là, qui a été très innovateur avec Cal Orwig, puis qui ont beaucoup de cas, mais c'était quand même assez dans mon début de fellow, donc ça doit être dans les... Ouais, donc moi, je dis que ça doit être au moins dans 10 ans, selon moi. Une question sur... excusez-moi, je vais user mon temps de parole. Une question sur l'hyperstimulation. On a eu des situations d'hyperstimulation avant greffe qui nous ont plus qu'impressionnés. C'était avec l'ancien protocole ou c'était avec le nouveau protocole? En fait, vous parlez au CPA? Oui, ici, en fait, nos patients. Depuis qu'on a ouvert ici au CPA, il y a eu, je vais vous dire, parce que moi je suis directeur médical, je connais presque tous les cas. Il y a eu un cas qui était quand même, puis ce cas, malheureusement, on l'a déclenché avec du ACG. Il ne faut pas donner du ACG parce que la clé du succès pour prévenir ce syndrome qui est quand même très grave, peut être très grave, c'est d'éviter de déclencher avec du ACG. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours peur de ne pas avoir des ovules matures quand on déclenche. Puis il y a des facteurs de risque, surtout puis ça c'est avec de l'expérience, puis on le voit, surtout chez les patients jeunes qui sont sous pilule pendant un bout de temps. On a des patients de 15 ans, 16 ans, 14 ans qui sont sous pilule pendant 2-3 ans. Ça, ils répondent moins bien à l'agoniste de la GnRH quand on déclenche. Donc, c'est pour ces patientes-là, il faut peut-être faire un double déclenchement qu'on appelle, donner du agoniste de la GnRH et une petite dose de ACG pour avoir un backup, 1500 unités, pas la full dose de 10 000 ou 5 000 ou 6 300. Donc, c'est le cas. Puis, il ne fallait pas donner du ACG. Donc, la clé de succès, éviter le ACG. Puis après, si les oncologues voulaient commencer le Dépolupron, juste nous aviser, on va continuer le létrozole pendant 2 semaines, ou même vous pouvez le continuer pendant 2 semaines. Ça va éviter le flare-up de l'injection de Dépolupron parce qu'il y a eu quelques cas de case report publiés qui ont décrit des hyperstimulations secondaires à l'introduction de Dépolupron suite à une patiente qui a eu un prélèvement d'ovules qui n'a pas eu l'hyperstimulation après le prélèvement. Puis ils ont donné du Dépolupron après. C'est un de mes amis qui a même fait ce Bill Ketté. Il m'a dit, j'ai hospitalisé la patiente, elle est traitée très sévèrement malade à cause du flare-up du Dépolupron. Donc, si on combine le létrozole, on va éviter et minimiser, je ne veux pas dire à 0, mais on minimise l'effet du flare-up de Dépolupron. De toute façon, on appelle Janie pour le Dépolupron, donc on ne va pas poser de problème. En fait, j'ai établi un protocole, ce serait bien de le faire circuler, comme ça, dès que vous savez c'est quand commencer le Dépolupron, puis comment continuer le létrozole. Puis le létrozole, on le continue vraiment 7-10 jours, puis après on l'arrête.
Donc, on peut être rassuré, il y a peu de risques qu'on revoie un syndrome d'hyperstimulation. Comme on a vu. Et si vous voyez quelqu'un, quand j'ai commencé la clinique ici, je me rappelle très bien, c'était un message que cette clinique va avoir des bons taux de grossesse, mais avec 0 hyperstimulation. Malheureusement, on a eu un cas, puis je le connais très bien, parce que j'ai vu la patiente plusieurs fois. Mais c'était vraiment, elle l'a échappé. On l'a déclenché avec du ACG. Le médecin qui était de garde a eu peur parce que la patiente, ça faisait 3-4 ans qu'elle était sous pilule, puis il a dit... ça veut dire si je la déclenche, ça se peut qu'elle n'a pas d'ovule immature, puis elle allait en chimiothérapie. Puis on a revu le cas, on a fait un conseil médical, c'était le double déclenchement est la clé du succès. Donc si on a peur, donc les adolescentes, les patientes qui sont sous contraceptifs oraux de longue date, plus que 6 mois, peuvent être à risque de ne pas bien répondre au déclenchement avec l'agoniste de la GnRH. Ces patientes ont besoin de 1500 de ACG et en même temps, on pourrait donner la cabergoline, qui est le Dostinex, qui diminue aussi l'expression du VEGF sur le récepteur, donc minimisant l'effet. Et après, post-prélèvement d'ovules, on peut donner des antagonistes de la GnRH, donc diminuer rapidement le taux d'ostradiol. Je suis perdu. Donc, juste, on a plein de médicaments actuellement pour minimiser et mettre presque à 0 ce risque d'hyperstimulation. On a une autre question d'Andréane Bernier. Moi, ma question, c'est exemple, une patiente qui a eu un lymphome, qui n'a pas pu faire la préservation et que finalement, on est comme en suivi long terme avant le transfert en adulte. On a dans le fond des taux à AMH là, qui montrent qu'elle a une réserve ovarienne, mais on craint une insuffisance ovarienne précoce. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un suivi qu'il faut faire là, pour les médecins de famille pour faire une consultation? En fait, très bonne question. La réponse, il n'y a pas beaucoup d'évidence dans la littérature. Je dirais le plus tôt serait le mieux. Donc, il ne faut pas attendre parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir. Je ne sais pas comment elle va aller, sa réserve ovarienne. Plus après 6 mois, donc attendre 6 mois de chimiothérapie une fois, donc le plus tôt possible. Malheureusement, il ne faut pas oublier, ces cas-là ne sont pas couverts actuellement par la RAMQ parce qu'il faut avoir un diagnostic concomitant de cancer durant la préservation de fertilité pour pouvoir le couvrir. Donc, c'est des patientes qui viennent nous voir, on leur explique, même si vous avez eu un diagnostic de cancer, si vous êtes en rémission, malheureusement, la RAMQ ne considère pas. Puis on a fait des demandes au niveau de la RAMQ, ils ont refusé de les couvrir. C'est ça le problème technique et financier qu'on a, mais je dirais le plus tôt possible. La question qui se pose, à combien d'années, est-ce que c'est à tous les ans, je vais faire la MH, à tous les 2 ans? Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas, j'ai aucune littérature qui peut me dire quel est le suivi. Je dirais, de façon logique, une durée raisonnable, c'est de faire à tous les ans. Quand vous les voyez dans toutes les cliniques, faire à tous les ans la MH. Puis si vous voyez qu'elle est en train de diminuer, elle est déjà basse, donc la référer pour congeler des ovules le plus tôt possible. Merci. On a d'ailleurs eu plusieurs questions là, par rapport au programme de couverture publique. Oui. Pascal Desrosiers nous a envoyé des précisions sur ce qui est compris dans le programme. Donc, on va le mettre dans le chat pour que les gens puissent voir ce qui est couvert là, par le gouvernement. En fait, je voulais faire un commentaire parce que j'ai oublié de le mentionner. C'est tout à fait en lien avec ce que Pascal vient de mentionner. Le nouveau programme qui va probablement bientôt commencer. On a beaucoup de rumeurs qu'il va commencer en novembre. Novembre, c'est la semaine prochaine. Donc, puis, c'est vrai. Donc, on a insisté, moi je fais partie, moi et Pascal, du comité d'experts, on a insisté pour changer de libellé. Tout le monde a insisté, c'était à l'unanimité qu'au lieu de dire diagnostic de cancer, mettre gonadotoxique. Puis quand les traitements gonadotoxiques, c'est quand même assez large. Donc, une ovariectomie bilatérale est considéré un traitement gonadotoxique. Donc, les traitements de préservation de fertilité vont être couverts avec le nouveau programme. Puis, ils vont couvrir et la congélation d'ovules, mais en plus, il va y avoir un cycle de fécondation in vitro qui va être couvert. Donc, la patiente, plus tard, quand elle va venir pour décongeler ses ovules et les fertiliser, elle va être couverte comme un cycle de fécondation in vitro. Et tous les embryons issus de ce cycle vont être couverts jusqu'à l'âge de 42 ans. Donc, ça va être probablement Dr Karma bientôt. C'est lui qui est responsable du programme comme le ministre délégué de la Santé. C'est lui qui est responsable du programme mère-enfant et fertilité. Donc, il va probablement annoncer un jour, on va le savoir dans les nouvelles, la presse, Journal de Montréal, Radio-Canada, que le programme a commencé le matin.
Puis c'est sûr, je vais recevoir, il est avec nous, Pascal, un appel. Qu'est-ce qu'on fait, Elias? S'il te plaît, il faut réunir l'équipe en urgence parce qu'on va avoir un volume important. Nous, on s'est préparé au CPA, juste pour ne pas vous faire peur. On a déjà, Pascal a prévu, on a déjà engagé de nouveaux embryologistes. On a engagé plusieurs infirmières, donc un nouveau médecin aussi, un spécialiste en fertilité qui va commencer avec nous. Donc, on prévoit une augmentation de volume de 3 à 4 fois. Puis avec les indications de gonadotoxiques, ça va être aussi d'autres indications plus larges pour préservation de fertilité. Ça, c'est assez intéressant parce il y avait beaucoup de patientes qui venaient pour greffe de moelle, mais qui n'ont pas de diagnostic de cancer, elles n'étaient pas couvertes malheureusement. Ils vont être avec le nouveau programme. Et on espère un programme viable et à long terme. C'était ça, en fait, l'objectif, parce qu'on ne veut pas faire comme la montagne russe, parce que montagne russe, c'est dur pour les patients surtout, et les couples, la préservation de fertilité et les gens qui travaillent dans le milieu de fertilité aussi. Donc, ça fait le tour des questions. Un énorme merci, Dr. Dadou. Ça va être la fin de notre journée. Donc, ça conclut notre 8e édition des rendez-vous d'hémato-oncologie pédiatrique. On espère que tout le monde a apprécié cette journée. On vous rappelle que vous allez recevoir par courriel l'attestation de présence à la journée et aussi qu'on va vous envoyer une évaluation là, par courriel pour que on puisse prendre vos commentaires et s'améliorer pour l'édition de l'année prochaine. Alors, on vous dit encore une fois un énorme merci et bonne soirée à tous.